Bonjour Frédéric et bienvenue dans le podcast de Story School qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à des différents sujets liés au storytelling et à la communication de façon plus générale. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous recevoir. Alors, Frédéric Cavazza a plus de 25 ans d'expérience dans les métiers de l'Internet. Vous êtes un véritable expert en la matière et votre expertise en matière des médias numériques et votre analyse approfondie des tendances actuelles font de vous une référence incontournable dans ce domaine. Nous attendons avec enthousiasme votre analyse sur les nouvelles tendances émergentes, les changements sociétaux engendrés par les médias sociaux et les opportunités à venir pour mieux comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés dans ce monde numérique qui est aujourd'hui en perpétuelle mutation. Le thème du podcast d'aujourd'hui est l'évolution des médias sociaux. Ravi de vous recevoir Frédéric. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous? Eh bien, je vous remercie de m'accueillir donc dans la Story School et de me donner l'opportunité de m'exprimer dans ce podcast sur les usages numériques. Effectivement, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le numérique. En 25 ans, j'ai pu observer un certain nombre de tendances et d'évolutions. Donc, ce n'est pas une légende que de dire qu'effectivement, l'Internet évolue très rapidement, que ce soit au niveau des technologies, des pratiques ou des usages. Et parmi ceux-là, bien évidemment, les médias sociaux sont très certainement le domaine le plus visible. Quand on parle d'Internet, on pense bien évidemment aux médias sociaux. Donc, c'est, je pense, essentiel de bien comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, comment percevez-vous l'impact des médias sociaux sur notre vie quotidienne en tant que citoyen et surtout consommateur? Il est énorme, cet impact. Très clairement, les médias sociaux, on peut difficilement passer à côté, sauf si on fait la démarche volontaire de s'extraire de tous les usages numériques et de s'isoler. Sinon, aujourd'hui, faire société, c'est-à-dire être un citoyen intégré dans la société de tous les jours, ça veut dire participer au débat, ça veut dire s'intéresser à l'actualité, et tout ça, ça nous vient des médias sociaux. Donc vraiment, les médias sociaux, ils occupent une place prépondérante dans le quotidien, à la fois des consommateurs, notamment parce que les médias sociaux vont amener des tendances de consommation, ils vont faire naître des désirs, mais également pour les citoyens, parce que les médias sociaux, c'est notre première source d'information, c'est celle qui va influer sur notre ressenti de la société, potentiellement c'est également cela qui va dicter peut-être notre vote, ou en tout cas nos aspirations en tant que votants. Justement, vous parlez de médias sociaux, j'imagine qu'ils ont énormément évolué au fil du temps. Quelles sont les conséquences sur notre société aujourd'hui? Les conséquences, elles sont nombreuses en fait. La différence entre les médias traditionnels et les médias sociaux, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Autant avec les médias traditionnels, eux, ils sont faits, l'information, le débat, tout ça est fabriqué par des professionnels. Donc on a des journalistes, on a des animateurs et ainsi de suite. Eux, ils sont là vraiment pour essayer de, on va dire, de cadrer tout ça, de lisser les échanges. Autant sur les médias sociaux, il n'y a pas vraiment de filtre. De ce fait, on est aujourd'hui sur une influence qui est le reflet peut-être de l'être humain. Donc on a de la jalousie, on a de l'envie, on a des démarches qui sont très mercantiles, donc on essaye de nous vendre tout et n'importe quoi. Donc si on devait faire le bilan malheureusement de est-ce que les médias sociaux ont eu un impact positif ou négatif sur la société, je vous dirais que c'est mitigé. Parce qu'aujourd'hui, on le sait qu'ils poussent à la surconsommation, on le sait qu'ils poussent par exemple les plus jeunes, les adolescents qui se sentent mal dans leur peau, ils se sentent dévalorisés. On sait également qu'il y a beaucoup de désinformation, de manipulation de masse d'un point de vue politique et ainsi de suite. Donc le bilan est plutôt mitigé. On ne peut pas refaire l'histoire, donc on ne peut pas défaire ce qui a été fait, on ne peut pas débrancher non plus les médias sociaux, donc on va faire avec. L'essentiel, je pense, aujourd'hui, c'est de bien comprendre ce que sont les médias sociaux, justement cette spécificité, l'absence de filtre, pour pouvoir, on va dire, mieux les exploiter, ou en tout cas ne pas en subir trop les nuisances. Merci beaucoup, Monsieur Cavazza. Alors, on parle aussi de nouvelles formes d'écriture. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles formes d'écriture et de communication qui ont émergé justement avec l'avènement des médias sociaux et des contenus visuels? Ah bah oui, carrément. En fait, les médias sociaux, on peut considérer qu'ils se sont développés en parallèle des smartphones. Donc l'un et l'autre se nourrissent, se soutiennent. Plus on a eu de bandes passantes,
sur les smartphones, avec la 3G, avec la 4G, maintenant avec la 5G, et plus on a commencé à avoir des formats de plus en plus riches. Donc au début, c'était du texte, après ça a été des photos, après ça a été de l'audio, maintenant c'est de la vidéo courte. Donc on a vraiment une évolution dans les formats d'expression. A priori, aujourd'hui, le format qui domine, ce sont les micro-vidéos, notamment ce qui a été amené par TikTok. En tout cas, c'est le modèle qui plaît le plus, c'est celui vers lequel toutes les plateformes sociales aujourd'hui convergent. Donc on a ce format de référence, les micro-vidéos, qui n'est pas un format simple, mais on a également une polarisation avec des formats beaucoup plus longs. Donc soit on fait du très court et du visuel avec de la micro-vidéo, soit on fait du très long, notamment sur des articles, notamment sur des podcasts, puisque vous êtes bien placé pour le savoir. Je crois que c'est un format qui dure une demi-heure, mais on a des podcasts qui durent 1 heure, 2 heures, ce qui est énorme. Et là, encore une fois, c'est la conséquence directe de l'évolution en parallèle du média, donc par exemple le podcast, avec les terminaux sur lesquels on les écoute. Aujourd'hui, vous avez des centaines de millions d'utilisateurs d'oreillettes. Donc on peut mettre les oreillettes quand on marche dans la rue, quand on prend les transports en commun, quand on fait à manger, tout ce que vous voulez. Oui. Ça permet d'avoir des temps d'écoute beaucoup plus longs. Donc voilà pourquoi on a des podcasts qui peuvent durer une demi-heure, 1 heure. C'est parce que si on fait autre chose avec sa main entre-temps, c'est pas un problème. Alors Frédéric, on parle de médias sociaux. Pourquoi ne pas s'y attarder encore un petit peu? En quoi justement les médias sociaux ont-ils transformé notre rapport à l'information et à la consommation des biens et services? Déjà, dans la mesure où les médias sociaux sont omniprésents, si je ne dis pas de bêtises, c'est en moyenne 2 heures à 2 heures et demie par jour d'exposition aux médias sociaux. On retrouve un peu tout et n'importe quoi. Donc, que ça soit en termes de consommation des biens et de services, très clairement aujourd'hui, on a une approche qui est décomplexée de la consommation. Donc, autant il y a 10 ans, on commençait à avoir par exemple des influenceurs qui faisaient un peu de placement produit, on commençait à avoir un petit peu de publicité. Autant aujourd'hui, on a de la publicité partout et on a des influenceurs qui sont vraiment des hommes sandwich qui ne font que ça de leur journée, influenceurs ou influenceuses, donc pour essayer de nous placer des produits. Je pense que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a une consommation plus forte de services numériques, donc que ce soit des jeux mobiles, que ce soit des séries ou des films, ou même que ce soit des NFT, donc des actifs numériques. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut consommer ça tout de suite. Dès qu'on est exposé à une proposition, à une recommandation, on peut le consommer tout de suite derrière. Ça, c'est pour la partie consommation. Après, pour la partie information, là, on a un vrai problème. On a un problème parce qu'on est sur une optique où chacun a sa vérité. On ne parle plus vraiment aujourd'hui de fake news, donc de fausses informations, parce que qui dit faux dit qu'il y a un vrai, or qui décide ce qui est vrai et qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, on est plus sur des vérités alternatives, chacun sa vérité. Et en cela, on suit l'évolution des médias sociaux qui se dirigent vers une fragmentation où on va avoir une infinité de micro-communautés, notamment des leaders d'opinion qui vont avoir soit leur newsletter, soit leur podcast, avec 5, 10, 20 000 abonnés payants, ce qui est suffisant pour qu'ils aient une activité professionnelle, qu'ils en vivent, et ce qui est suffisant pour propager la vérité de l'auteur. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est problématique parce que ça participe au morcellement de la société et de l'opinion publique. Justement, vous parlez d'instantanéité à la consommation et j'imagine que les marques l'ont très bien comprise. Comment les marques adaptent-elles leur stratégie publicitaire pour s'aligner sur les nouvelles formes d'écriture et de communication privilégiées par les médias sociaux, justement? Pour les marques, là, c'est un très gros changement. Très gros changement parce que jusqu'à présent, elles étaient habituées à soit une communication écrite, avec notamment les fameux communiqués de presse, soit une communication visuelle avec des spots publicitaires à la télévision, donc des formats 10 ou 20 secondes, très très travaillés en post-production et ainsi de suite. Là, avec les médias sociaux, on a tout l'inverse. On a tout l'inverse parce on a des formats textuels qui sont plus courts. On va penser aux messages dans Facebook, on va penser aux tweets. On a également des formats vidéo qui sont beaucoup plus spontanés, notamment les micro-vidéos. Et alors, en plus,
c'est un format vertical parce qu'il faut que ça soit tourné au smartphone, alors que jusqu'à présent, la vidéo, elle s'exprimait notamment en format horizontal. Donc là, c'est quand même un très gros changement pour elle. C'est à la fois dans le format, mais également dans la façon de raconter des choses. On va aller chercher plus de proximité, on va aller chercher de la transparence également. Donc c'est quasiment l'opposé de ce qui a été fait jusqu'à présent. Cette histoire de la vie privée qui est remise en question aujourd'hui à cause des médias sociaux. Quel est l'impact de ces médias sociaux justement sur la vie privée des utilisateurs et comment peut-on concilier la protection des données personnelles avec l'utilisation des plateformes numériques sociales? Il n'y a pas d'impact. D'accord ? Cette histoire de confidentialité, ça n'intéresse malheureusement que les journalistes. Je peux vous garantir que si les utilisateurs se souciaient de la confidentialité, comment se fait-il qu'on ait des centaines de milliards de photos de eux en soirée, sur la plage, les enfants et ainsi de suite, la maison? On expose sa vie privée et après on va s'intéresser à la confidentialité? Non, ça n'existe pas. Après, ce qu'il faut se dire, c'est aussi que dans l'absolu, ce n'est pas grave, parce que quasiment la totalité des utilisateurs des médias sociaux, ce ne sont pas eux qui sont exposés, c'est des avatars. Si vous allez voir mon compte Instagram, vous allez voir quelqu'un de super cool, qui est toujours bien habillé, qui va dans des lieux charmants. Or, c'est pas moi, c'est voilà, une version sublimée de moi. Et je pense que tout le monde pratique cette forme de virtualisation. Donc, il y a une exploitation publicitaire qui est faite des données d'utilisation et des données comportementales, mais ça c'est pas grave parce que c'est que de la publicité. Après ça, les utilisateurs, les citoyens sont protégés parce que de toute façon c'est pas vraiment eux qui les exposent, mais c'est, on va dire, une version sublimée, améliorée d'eux, donc l'impact est négligeable. J'imagine qu'il y a aussi de très belles manières d'utiliser les médias sociaux et d'utiliser justement à des causes sociales et des initiatives citoyennes. De quelle manière est-ce qu'on pourrait les utiliser dans ce sens-là, Frédéric? On pourrait tout à fait les utiliser avec beaucoup plus de proximité. Donc, autant quand vous passez par un média traditionnel, déjà d'une part, il peut y avoir une diffusion nationale où là tout de suite ça crée une distance qui est évidente. On peut envisager une diffusion locale, mais dans la mesure où il n'y a pas de voie retour, on est vraiment sur une communication unidirectionnelle. Alors qu'avec les médias sociaux, on peut instaurer un vrai dialogue, il peut y avoir de la proximité et il peut y avoir surtout, on va dire, une prise de parole et des interactions qui naissent entre les acteurs locaux, que ce soit des politiques ou des privés ou n'importe qui, et la population, donc ceux qui sont les premiers concernés. Ça peut être très intéressant parce que ce n'est pas possible de faire ça avec les médias traditionnels. Oui, oui, j'imagine. Mais il y a aussi peut-être un problème sur la fiabilité des informations partagées sur les médias sociaux. Comment est-ce qu'on pourrait lutter contre la désinformation en ligne? Alors, on a essayé les moyens algorithmiques, donc c'est d'essayer de faire en sorte que les machines puissent détecter les fausses informations. C'est malheureusement extrêmement compliqué, donc je ne pense pas qu'on aboutira à quelque chose de satisfaisant. Ce qu'il faut, c'est éduquer les utilisateurs, faire en sorte qu'ils aient le réflexe de remonter l'information à la source pour être certain que la photo existe vraiment, que l'actu existe vraiment, que la citation que l'on prête à quelqu'un, il l'a vraiment dit, voilà la phrase. Donc c'est vraiment de remonter à la source. Et puis potentiellement, c'est de systématiquement douter de tout ce qui est véhiculé par les médias sociaux. Malheureusement, on va en arriver là. Justement, aujourd'hui, on commence à avoir une émergence des fake news et de problèmes de fiabilité d'information et qui n'est pas prête peut-être à s'arranger. Et ça va enchaîner vers ma dernière question. Quelles sont les tendances émergentes dans le domaine des médias sociaux et quelles vont être les conséquences pour nos sociétés à venir? Très clairement, là, à un moment, il va bien falloir qu'on parle des intelligences artificielles. Donc forcément, c'est le moment d'aborder, on va dire, le gros sujet du moment. On a aujourd'hui des machines qui fonctionnent avec les modèles génératifs, qui sont extrêmement puissants. Donc on est capable de générer à la fois du texte, mais aussi des images. Et on commence à voir apparaître des vidéos maintenant qui sont, on va dire, on appelle ça des contenus synthétiques, qui sont extrêmement réalistes et extrêmement pointus. Alors, déjà qu'avant, avec des moyens humains, c'était compliqué de faire face à la désinformation. Avec la puissance des machines, ça va être encore plus compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige.
très certainement que les élections présidentielles américaines, je crois que c'est fin 2024, vont faire un précédent parce qu'ils vont devoir, eux, sortir les grands moyens pour éviter que ça dégénère, parce qu'il y a quand même un très gros risque. Donc je pense que vraisemblablement, en Europe, on va s'en inspirer, et après, ça suivra dans le reste du monde. En Chine, ils n'ont pas ce problème parce que eux, ils contrôlent à la source. Voilà, quelque part, ils avaient de l'avance sur nous. Sinon, je pense très clairement qu'on va avoir de plus en plus de moyens algorithmiques, donc de machines, qui seront impliquées dans le processus de création des contenus. C'est dommage. C'est dommage parce que ça va faire des contenus qui seront beaucoup plus lissés, qui auront moins de caractère, et c'est dommage parce que l'on gomme l'humain en fait dans tout ça, avec toutes ses imperfections. Voilà. Des fois, on va dire, s'énerve, des fois il a des humeurs, des fois il se trompe. Toutes ces imperfections, tous ces sautes d'humeur vont être gommés par la machine, et bon, c'est dommage. Là, très clairement, on va perdre le côté social, et il ne restera plus que le média. Donc on va, par la force des choses, revenir vers quelque chose que l'on connaît déjà, à savoir une information qui est descendante et qui est lissée, professionnalisée. C'est dommage. Frédéric Cavazza, merci beaucoup de nous avoir permis de discuter sur les médias sociaux et d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors restez branchés pour les prochains podcasts de la Story School. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci de m'avoir donné la parole, et bonne fin de journée.